Chapitre 13. Sartre, la prison sans mur. De tous les existentialistes, Sartre est peut-être celui qui a mis le plus en relief la liberté existentielle. Sa théorie reflète essentiellement le mouvement de détachement qui est à l'origine du monde nihiliste. Sartre parle de l'acte néantisant de l'être humain, qui en exprime la liberté et constitue l'essence et le sens ultime de tout mouvement tourné vers une fin, et en dernière instance, de toute existence de l'homme dans le temps. La justification spéculative de cette idée, c'est que pour agir, il faut laisser le plan de l'être et aborder résolument celui du non-être. Toute fin correspondant à une situation qui n'existe pas encore, et donc, dans cette perspective, à un néant, à l'espace vide de ce qui est seulement possible. La liberté agissante introduit donc le néant dans le monde. Ouvrez les guillemets. L'être humain repose d'abord au sein de l'être et s'en arrache ensuite par un recul néantisant. Fermez les guillemets. Et ceci non seulement qu'en doutant, interrogeant, cherchant, détruisant, il met l'être en question, mais aussi par le jeu de n'importe quel désir, mouvement ou passion, sans aucune exception. La liberté nous est donc présentée comme une rupture néantisante avec le monde et avec soi-même, comme une pure négation du donné. Ne pas être ce qui est, être ce qui n'est pas. Ce processus de rupture et de dépassement qui laisse derrière soi le néant et se porte vers le néant crée, par sa répétition, le déroulement de l'existence dans le temps. Sartre dit précisément liberté, choix, néantisation, temporalisation ne sont qu'une seule et même chose. Les autres existentialistes partagent cette façon de voir. Heidegger notamment, quand il place dans le dépassement l'essence, la structure fondamentale du sujet, du moi et de l'ipséité, de l'être que nous sommes toujours, quelque nom qu'on lui donne. Mais c'est surtout chez Sartre qu'apparaît le rapport entre ces vues et leur arrière-fond existentiel, formé par l'expérience spécifique de l'homme actuel, qui, une fois rejeté, tous les soutient et tous les lie, se trouve abandonné à lui-même. Qui, une fois rejeté, tous les soutiens et tous les liens, se trouve abandonné à lui-même. Sartre recourt au plus subtil des argumentations pour démontrer objectivement que le fond dernier de toute action humaine est la liberté absolue, qu'il n'y a pas de situation où l'homme ne soit tenu de choisir, que dans le choix il ne trouve d'appui qu'en lui-même. Ainsi, d'après lui, ne pas choisir est encore un choix, d'où il résulte qu'au fond, la liberté, c'est aussi bien l'acte volontaire que l'acte passionnel, que l'abandon, l'obéissance, le libre cours donné à un instinct. La nature, la physiologie, l'histoire ou toute autre référence ne sont pas des excuses valables, car, dans le sens que nous venons d'indiquer, la liberté fondamentale et la responsabilité personnelle subsistent. On présente donc comme un état de fait démontré par l'analyse philosophique ce qui chez Nietzsche était plutôt un impératif, à savoir qu'il n'y a rien sur quoi l'homme supérieur ait le droit de se décharger de la responsabilité et du sens de la vie. Mais l'état d'esprit est très différent. L'homme, pour Sartre, est comme dans une prison sans mur. Il ne peut trouver ni en lui, ni hors de lui, de refuge contre sa liberté. Il est destiné à être libre. Il est condamné à être libre. Il n'est pas libre d'accepter ou de refuser d'être libre. Il ne peut se soustraire à la liberté. C'est précisément dans cet état d'esprit que nous avons déjà trouvé le témoignage le plus caractéristique du sens spécifique négatif qu'a pris la liberté chez un certain type d'homme à l'époque du nihilisme. La liberté qui ne peut pas se refuser comme telle, qui ne peut choisir d'être ou de ne pas être la liberté, c'est là pour Sartre une limite, une donnée primordiale, infranchissable et angoissante. Tout le reste, le monde extérieur,
L'ensemble des limitations dues aux hommes, aux choses ou aux événements ne serait jamais, comme nous l'avons dit, une véritable contrainte. Toute impuissance, toute tragédie, la mort même, pourrait en principe être assumée dans la liberté. Dans la plupart des cas, tout se réduirait à des facteurs dont il faut bien sûr tenir compte, mais qui n'enchaînent pas intérieurement. C'est presque la ligne objective de conduite que nous avons déjà considérée. Ici, Sartre a emprunté à Heidegger le concept de l'ustensilité, l'idée que tout ce qui vient à nous de l'extérieur, des hommes et des choses, peut offrir un caractère de pur moyen utilisable. On présuppose toujours non seulement une structure ou conformation particulière, mais encore une prise de position, un but, une direction, choisie ou acceptée par moi seul, et vis-à-vis desquels les facteurs extérieurs cessent d'être neutres et deviennent soit propices, utilisables, soit adverses. L'un ou l'autre de ces caractères peuvent s'invertir lorsque change ma position, mes intentions et mes tendances. Encore une fois, on ne sort pas du cercle fermé de sa propre liberté fondamentale. L'homme n'a fait que ce qu'il a voulu, et il n'a voulu que ce qu'il a fait. D'après sa citation. Nous n'examinerons pas ici les détails de l'argumentation souvent un peu paradoxale que Sartre a développée à ce sujet. Il est plus intéressant de noter qu'avec tout cela se précise chez Sartre l'image spécifique de l'homme libre néantisant, seul avec lui-même. Nous n'avons derrière nous ni devant le domaine lumineux des valeurs, des justifications, des excuses, écrit-il. Je suis abandonné à ma liberté et à ma responsabilité, sans refuge en moi ni hors de moi et sans excuse. Quant à la tonalité affective, ceci équivaut presque à sentir la liberté absolue comme un poids plutôt que comme une conquête. Heidegger emploie précisément ce terme de poids pour caractériser la sensation qu'éprouve à être jeté dans le monde, celui qui a un sentiment de son être là, aussi vif que lui sont obscurs le d'où et le vers où. Cependant que l'introduction du concept de responsabilité trahit déjà une des principales fêlures de tout l'existentialisme. Responsabilité devant qui ? Une néantisation radicale qui doit s'interpréter pour le type d'homme que nous avons en vue comme une manifestation active de la dimension de la transcendance. Ne devrait rien laisser subsister qui pût donner un mot au mot responsabilité un sens quelconque sur le plan moral, s'entend et non bien sûr quant aux conséquences, aux répercussions extérieures, physiques ou sociales qu'on peut attendre d'un acte intérieurement libre. Ainsi, on se trouve déjà ici devant la situation connue d'une liberté subie plus qu'assumée. L'homme moderne n'est pas libre, mais il se trouve libre dans le monde où Dieu est mort. Il est remis à sa liberté, écrit-il. Il en souffre au fond. Et quand il est pleinement conscient de cette liberté, l'angoisse le saisit. Et le sentiment, autrement absurde, d'une responsabilité se manifeste à nouveau.